La création de l'État d'Israël et le conflit israélo-palestinien sont deux événements historiques étroitement liés qui remontent à la fin du XIXe siècle. Le sionisme, le mouvement politique qui vise à établir un foyer national juif en Palestine, naît dans le contexte des persécutions antisémites en Europe. La Palestine, alors province de l'Empire ottoman, est peuplée majoritairement d'Arabes musulmans. Cependant, après la Première Guerre mondiale, la Palestine passe sous mandat britannique qui promet de faciliter la création d'un État juif tout en respectant les droits des populations locales. Ce double engagement crée dès lors des tensions entre les communautés juives et arabes qui s'opposent sur le partage du territoire. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah renforcent par la suite l'urgence du projet sioniste, mais aussi la résistance arabe. En 1947, l'ONU propose ainsi un plan de partage de la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Le plan est accepté par les Juifs, mais rejeté par les Arabes. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame pour autant la naissance de l'État d'Israël, qui est aussitôt reconnu par les États-Unis et l'URSS. Le lendemain, les pays arabes voisins déclenchent néanmoins la première guerre israélo-arabe, qui se solde par la victoire d'Israël et l'annexion de territoires palestiniens. La guerre crée également le problème des réfugiés palestiniens qui fuient ou sont expulsés de leurs terres. Depuis lors, le conflit israélo-palestinien n'a cessé de se poursuivre à travers plusieurs guerres, intifadas, attentats, négociations, accords de paix et autres initiatives diplomatiques. Le statut de Jérusalem, le sort des réfugiés, les colonies israéliennes, la sécurité d'Israël, ainsi que l'autodétermination des Palestiniens sont autant de points de discorde qui rendent aujourd'hui difficile la résolution du conflit. La déclaration Balfour est un document historique qui a marqué le début du conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'une lettre datée du 2 novembre 1917, signée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, et adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, un leader de la communauté juive britannique. Voici le texte intégral de la lettre. Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de sympathie à l'égard des aspirations juives sionistes, qui a été soumise au cabinet et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine ou aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste, Arthur James Balfour. À noter que cette déclaration Balfour a été motivée par plusieurs facteurs tels que le soutien du Premier ministre britannique, David Lloyd George, et donc son ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, au projet sioniste qu'il considérait comme une cause juste et humanitaire, en particulier après les persécutions antisémites en Europe. Autre motivation, l'influence des personnalités sionistes comme Chaim Weizmann, qui ont plaidé en faveur de la création d'un État juif en Palestine auprès des dirigeants britanniques et américains. Également, évoquons les intérêts stratégiques et diplomatiques du Royaume-Uni qui cherchait à renforcer sa position au Moyen-Orient, à contrer l'influence allemande et ottomane et à obtenir le soutien des Juifs américains et russes pour la guerre. Et enfin, les considérations religieuses et culturelles qui faisaient de la Palestine la terre promise et le berceau du christianisme. Quoi qu'il en soit, la déclaration Balfour a bien été reconnue par la Société des Nations en 1922, qui confia au Royaume-Uni le mandat sur la Palestine, avec la responsabilité de mettre en œuvre cette même déclaration. Cependant, le texte de Balfour a aussi suscité l'opposition des Arabes, qui revendiquaient leur indépendance et leur souveraineté sur la Palestine, et qui craignaient l'arrivée massive des immigrants juifs. Une crainte fondée, puisque ce document de Balfour a bien ouvert la voie à la création de l'État d'Israël en 1948, mais aussi à la Nakba, l'exode massif des Palestiniens de leurs terres.
Depuis lors, la déclaration Balfour est donc considérée comme un acte fondateur par les Israéliens, mais également comme une injustice historique pour les Palestiniens. L'indépendance d'Israël et la Nakba sont deux événements qui ont marqué l'histoire du Moyen-Orient au XXe siècle. Ils sont liés à la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, suite au plan de partage de la Palestine adopté par l'ONU en 1947. Ce plan prévoyait la division de la Palestine, alors sous mandat britannique, en deux États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Cependant, comme dit précédemment, le plan fut accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les Arabes qui revendiquaient l'indépendance de toute la Palestine. Un rejet qui, dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance d'Israël, conduisit les pays arabes voisins, à l'instar de l'Égypte, de la Syrie, du Liban, de l'Irak et de la Transjordanie, à déclencher une guerre contre le nouvel État, guerre qui se solda par la victoire d'Israël et l'annexion de territoires palestiniens. À signaler que le conflit entraîna, suite à cette perte territoriale, l'exode massif de la population arabe palestinienne, qui fut contrainte de fuir ou d'être expulsée de ses terres. On estime ainsi qu'entre 700 000 et 750 000 Palestiniens quittèrent ou furent chassés de leur foyer sur les 900 000 qui vivaient dans les territoires qui devinrent israéliens. Les réfugiés se dispersèrent en conséquence dans les pays arabes voisins, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza ou dans d'autres régions du monde. Ils se virent également dépossédés de leurs biens et refusaient tout droit au retour par Israël. Les Palestiniens appellent cet événement la Nakba, qui signifie catastrophe ou désastre en arabe. La Nakba est considérée comme une injustice historique et une violation des droits des Palestiniens. Elle est commémorée chaque année le 15 mai, un jour après l'anniversaire de l'indépendance d'Israël. La Nakba est aussi le point de départ du conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus de 70 ans et qui oppose Israël aux Palestiniens qui revendiquent leurs droits à l'autodétermination et à un État indépendant. La crise du canal de Suez est un conflit qui a opposé l'Égypte à une alliance formée par la France, le Royaume-Uni et Israël du 29 octobre au 7 novembre 1956. Ce conflit a été provoqué par la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Gamal Abdel Nasser le 26 juillet 1956. Le canal de Suez, inauguré en 1869, était une voie maritime stratégique qui reliait la Méditerranée à la mer Rouge et à l'océan Indien. Il était contrôlé par la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, dont les principaux actionnaires étaient la France et le Royaume-Uni. Ces deux pays voyaient dans la nationalisation du canal une atteinte à leurs intérêts économiques et politiques, ainsi qu'une menace pour leur influence au Moyen-Orient. Israël, quant à lui, cherchait à mettre fin aux attaques des fédayines égyptiens contre son territoire et à briser le blocus du détroit de Tirane qui l'empêchait d'accéder à la mer Rouge. Les trois pays alliés élaborèrent un plan secret connu sous le nom de protocole de Sèvres, qui prévoyait une attaque israélienne contre l'Égypte, suivie d'une intervention franco-britannique, sous couvert d'une opération de maintien de la paix. Le but était de reprendre le contrôle du canal et de renverser Nasser. Le 29 octobre 1956, Israël lança l'opération Kadesh, qui consistait à envahir la péninsule du Sinaï et à atteindre le canal. Le lendemain, la France et le Royaume-Uni adressèrent un ultimatum à l'Égypte et à Israël, leur demandant de cesser les hostilités et de se retirer à 16 km du canal. Nasser refusa cet ultimatum, qui n'était qu'un prétexte pour justifier l'intervention des deux puissances européennes. Le 31 octobre, la France et le Royaume-Uni commencèrent à bombarder les positions égyptiennes, puis débarquèrent leurs troupes à Port Saïd le 5 novembre. Sur le plan militaire, l'opération fut un succès pour les coalisés, qui parvinrent à occuper une partie du canal et à infliger de lourdes pertes à l'armée égyptienne. Nasser ordonna alors de saboter le canal en coulant des navires dans son lit, afin d'empêcher sa réutilisation. Sur le plan diplomatique, en revanche, l'opération fut un échec, car elle suscita la condamnation unanime de la communauté internationale. Les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances de la guerre froide, s'opposèrent fermement à l'agression des coalisés,
qu'il considérait comme une manifestation du colonialisme et une menace pour la stabilité de la région. L'ONU vota plusieurs résolutions appelant au cessez-le-feu et au retrait des forces étrangères. Face à la pression internationale et notamment aux menaces de sanctions économiques de la part des États-Unis, les coalisés acceptèrent de mettre fin à leur intervention. Le cessez-le-feu fut signé le 7 novembre 1956 et les troupes françaises, britanniques et israéliennes se retirèrent progressivement du territoire égyptien sous la supervision d'une force d'urgence des Nations Unies. Le canal de Suez fut rouvert à la navigation en avril 1957. La crise du canal de Suez eut des conséquences importantes sur le plan régional et international. Elle renforça le prestige de Nasser, qui apparut comme le champion du nationalisme arabe et du tiers-monde. Elle affaiblit la position de la France et du Royaume-Uni, qui perdirent leur influence au Moyen-Orient et durent reconnaître le rôle prépondérant des États-Unis. Elle accentua la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui cherchèrent à étendre leur influence dans la région. Elle raviva enfin le conflit israélo-arabe, qui allait connaître de nouveaux épisodes sanglants, comme la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. La guerre des 6 jours, qui s'est déroulée du 5 au 10 juin 1967, a opposé Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Ce conflit, qui a duré moins d'une semaine, a profondément bouleversé la situation au Moyen-Orient en modifiant les rapports de force entre les belligérants et en créant de nouveaux enjeux géopolitiques. La guerre des 6 jours trouve ses origines dans la rivalité entre Israël et ses voisins arabes qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État hébreu proclamé en 1948. C'est ainsi que plusieurs incidents frontaliers ont lieu entre Israël et la Syrie qui se disputent le contrôle des hauteurs du Golan, une région stratégique surplombant la vallée du Jourdain. Le 7 avril 1967, une bataille aérienne oppose les forces israéliennes et syriennes au-dessus du Golan, faisant plusieurs victimes. Et le 13 mai, le chef d'état-major israélien, Yitzhak Rabin, déclare que la guerre entre la Syrie est inévitable. En conséquence, le 14 mai, Nasser annonce le déploiement de troupes égyptiennes dans le Sinaï, une zone démilitarisée depuis 1957. Le 18 mai, il demande le retrait des casques bleus de l'ONU qui servaient de tampon entre les deux pays. Quelques jours plus tard, le 22 mai, il ferme le détroit de Tiran, l'unique accès maritime d'Israël à la mer Rouge, ce qui constitue un casus belli pour Tel Aviv. Enfin, le 30 mai, il signe un pacte de défense avec la Jordanie qui place ses forces sous le commandement égyptien. Et le même jour, l'Irak rejoint l'Alliance arabe qui compte également la Syrie, le Liban et l'Algérie. Face à cette coalition, Israël se sent menacé et isolé. Le pays ne peut compter que sur le soutien diplomatique des États-Unis qui lui assurent qu'ils respecteront leur engagement pour garantir la liberté de navigation dans le golfe d'Aqaba. Le gouvernement israélien dirigé par Levi Eshkol décide alors de prendre l'initiative et de lancer une attaque préventive contre ses ennemis. C'est ainsi que le 5 juin 1967, à 7h45, l'aviation israélienne lance l'opération Focus, qui vise à détruire les forces aériennes égyptiennes au sol. En quelques heures, près de 300 avions égyptiens sont anéantis, tandis qu'Israël ne perd que 19 appareils. L'opération est ensuite étendue aux autres pays arabes qui subissent des pertes similaires. Israël acquiert ainsi la supériorité aérienne qui lui permettra de mener des frappes efficaces contre des positions ennemies. Au sol, l'armée égyptienne lance une offensive éclair sur 3 fronts. Au sud, les blindés israéliens, commandés par le général Israël Tal, traversent le Sinaï et atteignent le canal de Suez en 4 jours, infligeant de lourdes pertes aux troupes égyptiennes, mal préparées et mal commandées. Le 8 juin, Israël occupe la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, qui lui assure un accès à la mer Rouge et une profondeur stratégique. Au centre, les parachutistes israéliens, dirigés par le général Motagour, s'emparent de Jérusalem-Est, la partie de la ville sainte, qui était sous contrôle jordanien depuis 1948. Le 7 juin, ils atteignent le mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme, et hissent le drapeau israélien. Le lendemain, ils conquièrent la vieille ville, où se trouvent les lieux saints des 3 religions monothéistes. Et enfin, le 10 juin, Israël contrôle toute la Cisjordanie qui abrite une importante population palestinienne. Et enfin au nord,
Les troupes israéliennes menées par le général David Elazar affrontent les forces syriennes sur les hauteurs du Golan, le plateau qui domine la Galilée et qui était utilisé par la Syrie pour bombarder les villages israéliens. Après de violents combats, Israël s'empare du Golan le 10 juin, mettant fin à la guerre. Au final, la guerre des 6 jours a eu des conséquences majeures sur la situation géopolitique du Moyen-Orient. Elle a renforcé le sentiment de puissance et de sécurité d'Israël, qui a consolidé son alliance avec les États-Unis et a affirmé son statut de puissance nucléaire. Elle a également exacerbé la question palestinienne en créant une nouvelle vague de réfugiés et en plaçant sous occupation israélienne plus d'1 million de Palestiniens. Elle a enfin provoqué une crise du nationalisme arabe en révélant l'impuissance et la division des pays arabes qui ont cherché à se rapprocher de l'Occident ou à se radicaliser. Ces efforts n'ont pas abouti à une paix durable et le Moyen-Orient a connu de nouveaux affrontements comme la guerre d'usure, la guerre du Kippour, la première et la seconde intifada ou encore la guerre du Liban. 50 ans après la guerre des 6 jours, le conflit israélo-arabe reste l'un des plus complexes et des plus violents du monde. La guerre d'usure est le nom donné au conflit armé qui a opposé l'Égypte et Israël le long du canal de Suez et du plateau du Golan de mars 1969 à août 1970. Ce conflit s'inscrit dans la suite de la guerre des 6 jours de 1967 qui s'était soldée par une défaite cuisante des pays arabes et l'occupation israélienne du Sinaï, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du Golan. L'objectif de l'Égypte, dirigé par Gamal Abdel Nasser, était de rétablir sa souveraineté sur le Sinaï et de rouvrir le canal de Suez fermé depuis 1967. Pour cela, elle lança une série d'attaques limitées contre les positions israéliennes en utilisant l'artillerie, l'aviation, les commandos et les missiles. L'Égypte bénéficia du soutien de l'Union soviétique qui lui fournit des armes et des conseillers militaires, ainsi que de l'Algérie qui envoya une brigade portée sur le front égyptien. Israël, dirigé par Golda Meir, cherchait à maintenir le statu quo et à dissuader l'Égypte de toute tentative de reconquête du Sinaï. Pour cela, elle riposta aux attaques égyptiennes par des raids aériens, des opérations commando et des bombardements intensifs. Israël bénéficia du soutien des États-Unis qui lui fournirent des armes et des renseignements ainsi que de la Jordanie qui lui permit d'utiliser son espace aérien. La guerre d'usure fut marquée par de nombreux affrontements sanglants qui firent des milliers de morts et de blessés de part et d'autre. Parmi les plus célèbres, on peut citer la bataille du canal de Suez en octobre 1969, la bataille de Ras El Nasrani en décembre 1969, l'opération Rooster 53 en janvier 1970, l'opération Priya en février 1970, la bataille du Mont Hermon en avril 1970 ou bien l'opération Boxer en juillet 1970. La guerre d'usure prit fin le 7 août 1970 avec la signature d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et l'Union soviétique. Ce cessez-le-feu prévoyait le retrait des forces israéliennes à une distance de 32 km du canal de Suez, la réouverture du canal aux navires non belligérants, le déploiement d'observateurs internationaux et l'arrêt des hostilités. Ce cessez-le-feu fut respecté par les deux parties, mais ne résolut pas le conflit de fond qui allait reprendre avec la guerre du Kippour en 1973. La guerre de Yom Kippour, aussi appelée guerre du Ramadan, guerre d'octobre ou quatrième guerre israélo-arabe, fut un conflit armé qui opposa Israël à une coalition de pays arabes menée par l'Égypte et la Syrie du 6 au 25 octobre 1973. Les causes de la guerre étaient le désir des pays arabes de récupérer les territoires occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours de 1967, à savoir le Sinaï, la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan, ainsi que de prouver leur puissance militaire nouvellement acquise grâce au soutien de l'URSS. Les pays arabes profitèrent donc de la fête juive de Yom Kippour, ou Grand Pardon, qui est le jour le plus sacré du calendrier juif pour lancer une attaque surprise contre Israël, qui coïncidait en 1973 avec la période du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Outre l'effet de surprise, ils bénéficièrent également d'une supériorité numérique
avec environ 437 000 hommes, 3 450 chars et 870 avions, contre 415 000 hommes, 3 350 chars et 740 avions pour Israël. Les armées égyptiennes et syriennes avancèrent ainsi durant 24 à 48 heures, le temps qu'Israël achemine des renforts. L'Égypte réussit à traverser le canal de Suez et à détruire la ligne Bar-Lev, un système de fortification israélienne, tandis que la Syrie attaqua le plateau du Golan, la région stratégique surplombant la Galilée. Israël parvint néanmoins à arrêter l'offensive arabe et à lancer des contre-attaques qui lui permirent de pénétrer profondément en Syrie et de traverser le canal de Suez pour progresser au sud et à l'ouest en Égypte. Israël encercla ainsi la 3e armée égyptienne et se rapprocha à 100 km du Caire et à 20 km de Damas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en coopération avec les 2 superpuissances soviétiques et américaines, demanda alors un cessez-le-feu pour laisser place aux négociations. Ce cessez-le-feu fut accepté par les belligérants le 22 octobre, mais des combats sporadiques continuèrent jusqu'au 25 octobre. Au final, la guerre du Yom Kippour fut une victoire militaire pour Israël qui conserva les territoires occupés, mais aussi un succès politique pour l'Égypte qui regagna une partie du Sinaï et le prestige perdu en 1967. Quoi qu'il en soit, la guerre ouvrit la voie à la conférence de Genève de 1973 et aux accords de Camp David en 1978 qui aboutirent à la signature du traité de paix israélo-égyptien en 1979. La guerre du Yom Kippour eut aussi des conséquences économiques et diplomatiques importantes. Les pays arabes producteurs de pétrole décidèrent en effet d'augmenter le prix du baril et d'imposer un embargo sur les pays soutenant Israël, ce qui provoqua le premier choc pétrolier et mit à mal l'économie mondiale. La guerre renforça aussi l'influence des États-Unis et de l'URSS dans la région, qui s'appliquèrent davantage dans le processus de paix au Moyen-Orient. L'opération Entebbe est une opération de sauvetage des otages menée par l'armée israélienne le 4 juillet 1976 à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Tout commence le 27 juin 1976 lorsqu'un avion d'Air France transportant 248 passagers, dont une majorité d'Israéliens, est détourné par 4 terroristes, 2 Palestiniens du FPLP-OE et 2 Allemands des cellules révolutionnaires qui veulent obtenir la libération de 40 prisonniers palestiniens et de 13 prisonniers dans 4 autres pays. L'avion fait escale en Libye, puis se pose à Entebbe, où il est accueilli par le dictateur ougandais Idi Amin Dada, qui soutient les terroristes. Les otages sont alors transférés dans un ancien terminal de l'aéroport, où les terroristes séparent les Israéliens et les Juifs des autres passagers. Ils libèrent 148 otages non israéliens, qui sont évacués vers Paris et gardent 94 otages israéliens et 12 membres d'équipage en captivité. Le gouvernement israélien décide dès lors de lancer une opération de secours basée sur les renseignements fournis par le Mossad. Il envoie 4 avions de transport C-30 Hercule transportant 100 commandos du Sayeret Matkal, une unité d'élite, ainsi que 116 parachutistes et fantassins pour l'appui, de même que du personnel médical et des véhicules. L'opération bénéficie du soutien du Kenya, qui autorise les avions israéliens à atterrir et à se ravitailler sur son territoire. L'opération commence à 23 h, le 4 juillet 1976, avec le premier avion qui atterrit à Entebbe, déchargeant les commandos qui se dirigent vers le terminal en utilisant une Mercedes noire et 2 Land Rover censés ressembler au convoi d'Idi Amin. Ils neutralisent ensuite les sentinelles ougandaises et pénètrent dans le terminal où ils tuent les 4 terroristes et libèrent les otages. Pendant ce temps, les 3 autres avions atterrissent et déchargent les renforts qui sécurisent la piste et affrontent les soldats ougandais. A noter qu'à cette occasion, les commandos israéliens détruisent également 11 avions de chasse ougandais pour éviter toute poursuite. L'opération dure en tout et pour tout 90 minutes. Les Israéliens réussissent donc à sauver 102 otages, dont 3 sont néanmoins tués pendant l'assaut. Un autre otage, Dora Bloch, qui avait été hospitalisé à Kampala avant l'opération, est exécuté par les autorités ougandaises après le raid. L'armée israélienne déplore un mort, le colonel Jonathan Netanyahu, le chef du commando, et le frère aîné
du futur Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que 5 blessés. Les Israéliens tuent également 20 soldats ougandais et en blessent un grand nombre. Au final, l'opération Entebbe est considérée comme une réussite militaire israélienne qui démontre la capacité de l'État hébreu à mener des opérations audacieuses et complexes loin de ses frontières. Elle est aussi un succès politique qui renforce la légitimité d'Israël face au terrorisme et à l'hostilité des pays arabes. Elle est en revanche un échec pour l'Ouganda et Idi Amin qui perdent la face et subissent des représailles de la part du Kenya. La guerre du Liban de 1982 est un conflit qui a opposé Israël à une coalition de pays arabes, principalement la Syrie et l'OLP sur le territoire libanais. Les causes de la guerre étaient le désir d'Israël de détruire l'infrastructure militaire et politique de l'OLP au Liban, qui menait des attaques terroristes contre Israël depuis le début des années 1970, ainsi que de renforcer son alliance avec les chrétiens libanais qui étaient en guerre civile contre les musulmans et les Palestiniens. Le déclencheur de la guerre fut l'attentat contre l'ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov, le 3 juin 1982, revendiqué par le Fatah, Conseil révolutionnaire, un groupe dissident du Fatah dirigé par Abu Nidal. Israël attribua la responsabilité de l'attentat à l'OLP et lança en conséquence l'opération Paix en Galilée le 6 juin 1982, en envahissant le sud du Liban avec 76 000 soldats, 800 chars et 634 avions. L'objectif initial d'Israël était de créer une zone de sécurité de 40 km au nord de sa frontière, mais il fut rapidement étendu à la conquête de Beyrouth, où se trouvait le quartier général de l'OLP. Israël affronta les forces de l'OLP soutenues par la Syrie, qui avait déployé 22 000 soldats, 352 chars et 450 avions au Liban depuis 1976. Israël bénéficia de l'appui des forces libanaises, une milice chrétienne, et de l'armée du Liban Sud, une force supplétive créée par Israël en 1978. La guerre se déroula en 3 phases. La première, du 6 juin au 11 juin 1982, vit Israël avancer rapidement dans le sud du Liban et atteindre les portes de Beyrouth en infligeant de lourdes pertes à l'OLP et à la Syrie. Le deuxième, du 11 juin au 12 août 1982, fut marqué par le siège de Beyrouth où Israël bombarda intensément les positions de l'OLP, provoquant de nombreuses victimes civiles et suscitant l'indignation internationale. La troisième, du 12 août au 29 septembre 1982, correspondit au retrait de l'OLP de Beyrouth, négocié sous l'égide des États-Unis, et à l'entrée des forces libanaises dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, où elles commirent un massacre de plusieurs centaines de civils. La guerre prit fin le 29 septembre 1982 avec l'évacuation des derniers combattants de l'OLP de Beyrouth et la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Le bilan humain de la guerre est estimé à environ 18 000 morts, dont 657 Israéliens, 9 798 Palestiniens, 3 781 Libanais et 3 674 Syriens. La guerre eut des conséquences politiques importantes, notamment l'élection du leader chrétien Bachir Gemayel à la présidence du Liban, mais également son assassinat le 14 septembre 1982, la création du Hezbollah, un mouvement chiite pro-iranien, et la poursuite de l'occupation israélienne du sud du Liban jusqu'en 2000. La première intifada, aussi appelée guerre des pierres, fut un soulèvement populaire des Palestiniens contre l'occupation israélienne dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui dura de décembre 1987 à septembre 1993. Les causes de l'intifada étaient le mécontentement des Palestiniens face aux conditions de vie difficiles, aux violations des droits de l'homme, aux confiscations de terres, aux colonies de peuplement et aux humiliations quotidiennes imposées par Israël. L'intifada fut aussi le résultat de la frustration des Palestiniens face à l'absence de perspectives politiques et à la faiblesse de ses dirigeants, notamment l'Organisation de libération de la Palestine qui était exilée à Tunis. Le déclencheur de l'intifada fut un accident de la circulation qui tua 4 Palestiniens dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, le 8 décembre 1987.
La rumeur se répandit que l'accident était un acte de vengeance d'un Israélien dont le parent avait été poignardé 2 jours plus tôt. Le lendemain, lors des funérailles des victimes, une émeute éclata et se propagea rapidement à toute la bande de Gaza, puis à la Cisjordanie. Les formes de résistance de l'intifada étaient principalement non armées et populaires, impliquant des manifestations, des grèves, des boycotts, des jets de pierre, des barricades, des graffitis, des désobéissances civiles ou bien des attaques isolées contre les soldats et les colons israéliens. L'intifada fut largement organisée par des comités populaires locaux qui coordonnaient les actions et distribuaient des tracts. L'OLP, qui soutenait l'intifada, tenta de reprendre le contrôle du mouvement en créant l'Organisation unifiée de commandement national en janvier 1988. La réaction d'Israël à l'intifada fut d'abord la surprise, puis la répression. Israël déploya des milliers de soldats et de policiers dans les territoires occupés qui utilisèrent la force létale, les arrestations, les détentions administratives, les expulsions, les démolitions de maisons, les couvre-feux, les bouclages ou bien les fermetures d'écoles et d'universités pour tenter de rétablir l'ordre. Le premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, déclara que l'intifada était une guerre de terreur et qu'Israël ne négocierait pas avec l'OLP. Les conséquences de l'intifada furent multiples et durables. Sur le plan humain, l'intifada fit environ 2000 morts et 120 000 blessés parmi les Palestiniens, et 164 morts et 1400 blessés parmi les Israéliens. Sur le plan politique, l'intifada renforça la conscience nationale et l'identité palestinienne et conduisit à la proclamation de l'État de Palestine par le Conseil national palestinien en novembre 1988. L'intifada poussa aussi Israël et l'OLP à entamer un dialogue secret qui aboutit aux accords d'Oslo en 1993, marquant la fin de l'intifada et le début du processus de paix au Moyen-Orient. Les accords d'Oslo sont le résultat de négociations secrètes entre Israël et l'OLP qui visaient à mettre fin au conflit israélo-palestinien et à établir une paix durable. Les accords d'Oslo ont été signés le 13 septembre 1993 à Washington en présence du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, du président de l'OLP Yasser Arafat et du président américain Bill Clinton. Ils ont été précédés par des discussions secrètes à Oslo, en Norvège, entre des représentants israéliens et palestiniens qui ont débuté en janvier 1993. Les accords d'Oslo comprenaient une déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autonomie palestinienne qui prévoyait la création d'une autorité nationale palestinienne élue, ANP, chargée d'administrer les territoires palestiniens pour une période transitoire de 5 ans, au cours de laquelle des négociations sur le statut final devaient avoir lieu. Les accords d'Oslo prévoyaient également le retrait progressif des forces israéliennes de certaines zones de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Les accords d'Oslo ont été complétés par d'autres accords, notamment l'accord de Jéricho-Gaza, signé le 4 mai 1994, qui conférait le contrôle de la bande de Gaza et de la ville de Jéricho à l'ANP, et l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, signé le 28 septembre 1995, qui divisait les territoires palestiniens en 3 zones, A, B et C, selon le degré d'autorité palestinienne et de contrôle israélien, et qui organisait les premières élections de l'ANP. Les accords d'Oslo ont été considérés comme une avancée historique dans le processus de paix au Moyen-Orient, qui ouvrait la voie à la création d'un État palestinien indépendant et à la coexistence pacifique avec Israël. Ils ont été salués par la communauté internationale et ont valu à Rabin, Arafat et Shimon Peres, ministre israélien des Affaires étrangères, le prix Nobel de la paix en 1994. Cependant, les accords d'Oslo ont aussi rencontré de l'opposition et de la violence de la part des extrémistes et de camps qui les considéraient comme une trahison de leurs revendications nationales et religieuses. Les accords d'Oslo ont été remis en cause par l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif le 4 novembre 1995, par les attentats suicides du Hamas et du djihad islamique contre des cibles israéliennes, par la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie et enfin par l'échec des négociations sur le statut final qui ont abouti à l'éclatement de la seconde intifada en septembre 2000.
La seconde intifada, aussi appelée Intifada al-Aqsa, fut un soulèvement des Palestiniens contre l'occupation israélienne dans la bande de Gaza et la Cisjordanie qui dura de septembre 2000 à février 2005. Les causes de la seconde intifada étaient le mécontentement des Palestiniens face à l'échec du processus de paix initié par les accords d'Oslo, qui n'avaient pas abouti à la création d'un État palestinien indépendant, ni à la fin de la colonisation israélienne, ni à la résolution du statut de Jérusalem. La seconde intifada fut aussi le résultat de la frustration des Palestiniens face à la corruption et à l'autoritarisme de l'ANP, l'autorité nationale palestinienne, dirigée par Yasser Arafat. Le déclencheur de la seconde intifada fut la visite d'Ariel Sharon, le chef de l'opposition israélienne, sur l'esplanade des mosquées le 28 septembre 2000, qui fut reçu comme une provocation par les Palestiniens qui considèrent ce lieu comme sacré. Le lendemain, des affrontements éclatèrent entre les Palestiniens et les forces israéliennes qui firent plusieurs morts et blessés. La violence se propagea rapidement à toute la Cisjordanie et à la bande de Gaza et se transforma en une révolte armée. Les formes de résistance de la seconde intifada étaient principalement armées et militaires, impliquant des tirs de roquettes, des attentats suicides, des embuscades, des raids ou bien des assassinats ciblés contre les soldats et les civils israéliens. La seconde intifada fut largement menée par des groupes islamistes comme le Hamas et le djihad islamique qui remirent en cause le leadership de l'ANP et de l'OLP et qui rejetèrent toute négociation avec Israël. Israël lança aussi plusieurs opérations militaires comme l'opération Rempart en 2002 qui visait à détruire l'infrastructure terroriste palestinienne et l'opération Plomb durcie en 2008-2009 qui visait à mettre fin aux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Les conséquences de la seconde intifada furent dramatiques et durables. D'abord sur le plan humain, la seconde intifada fit environ 4000 morts et 40 000 blessés parmi les Palestiniens et 1000 morts et 7000 blessés parmi les Israéliens. Sur le plan politique, la seconde intifada entraîna la rupture du processus de paix, le renforcement de la droite israélienne, l'isolement de l'ANP, la division des Palestiniens entre le Fatah et le Hamas, ainsi que la construction du mur de séparation israélien. L'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a été l'une des plus meurtrières de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Selon les autorités israéliennes, plus de 1500 personnes ont été tuées et plus de 2150 blessés lors de cette opération qui a visé un festival de musique dans le sud d'Israël. Le Hamas a revendiqué l'attaque, affirmant qu'elle était une réponse aux frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza qui ont fait des centaines de victimes civiles. Cette attaque a provoqué une escalade de la violence entre Israël et le Hamas, ainsi qu'entre Israël et le Hezbollah, un mouvement islamiste, chiite, basé au Liban, qui a tiré des roquettes sur le nord d'Israël en soutien au Hamas. Israël a riposté en menant des milliers de frappes aériennes sur Gaza, le Liban et la Syrie, où se trouvent justement des bases du Hezbollah et des forces iraniennes. Le conflit a fait des milliers de morts et de blessés de part et d'autre, et a entraîné une grave crise humanitaire sur les territoires palestiniens. Face à cette situation, l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient a appelé la communauté internationale à agir rapidement pour éviter une nouvelle escalade de violence et pour relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Parmi les solutions de paix possibles au Moyen-Orient, on peut citer la solution à deux États qui prévoit la création d'un État palestinien indépendant et souverain aux côtés d'Israël sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne et une solution juste et durable pour les réfugiés palestiniens. Cette solution est soutenue par la majorité de la communauté internationale, y compris l'ONU, l'Union européenne, la Ligue arabe et le Quartet pour le Moyen-Orient. La solution à un État, qui prévoit la création d'un État binational et démocratique où Israéliens et Palestiniens vivraient ensemble avec des droits égaux, cette solution est soutenue par certains militants des droits de l'homme, mais elle est rejetée par la plupart des dirigeants israéliens et palestiniens qui craignent de perdre leur identité nationale et leur majorité démographique. Enfin, la solution régionale, qui prévoit une implication plus forte des pays arabes voisins, notamment l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et le Liban, dans le processus de paix, en échange d'une normalisation des relations avec Israël. Cette solution s'inspire de l'initiative de paix arabe de 2002, qui proposait une reconnaissance mutuelle et une paix globale entre Israël et les pays arabes, en contrepartie du retrait israélien des territoires occupés
de la création d'un État palestinien et d'une solution pour les réfugiés palestiniens. Face à un conflit israélo-palestinien qui menace de déstabiliser davantage la région et où des manifestations de solidarité avec les Palestiniens ont lieu dans plusieurs pays arabes et musulmans, la solution à deux États qui prévoit la coexistence pacifique d'Israël et d'un État palestinien indépendant reste le seul horizon politique viable pour mettre fin au conflit. Cependant, cet espoir de paix semble de plus en plus compromise par les actions unilatérales des deux camps, notamment la colonisation israélienne et la division palestinienne. Raison pour laquelle il apparaît comme urgent de relancer le processus de paix fondé sur le respect du droit international et des résolutions de l'ONU, afin de garantir la sécurité, la dignité et l'autodétermination des deux peuples. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.